Alors, c'est bon. De ma part aussi, j'aimerais dire bonjour à tous et à toutes j'aimerais de nouveau remercier les organisateurs de rendre possible cette journée d'études qui a déjà été très intéressante et qui a déjà vraiment été de très grande valeur pour ma propre recherche. Voici la structure de ma présentation d'aujourd'hui. D'abord, je vous expliquerai brièvement pourquoi j'ai choisi la ville Breslau et je vous présenterai mon corpus. Et ensuite, on se plongera vraiment dans les écritures autobiographiques judéo-allemandes pour voir comment la ville devient de plus en plus illisible sous le Troisième Reich et quelles métaphores les auteurs juifs emploient pour renvoyer en fait à la situation de plus en plus aliénante en ville. Et à l'aide de tout cela, j'essaierai de montrer comment la ville évolue de Heimat en lieu de terreur et même en lieu de destruction. Vu que l'histoire quotidienne est toujours ancrée dans un contexte local des conditions de vie et parce que l'histoire quotidienne est toujours liée à des lieux spécifiques, j'ai opté pour la représentation d'un espace urbain singulier, à savoir celui de Breslau. Et alors, vous pourriez vous demander peut-être, mais pourquoi est-ce que vous avez choisi Breslau? Eh bien, avant la Seconde Guerre mondiale, Breslau était la communauté juive la troisième plus importante d'Allemagne, où les Juifs semblaient être bien intégrés tant au niveau politique, économique et culturel, et où ils se sentaient en fait chez eux. Pourtant, avec l'accession au pouvoir de Hitler, leur situation s'est vue exacerbée et est vraiment aggravée à cause de l'antisémitisme nazi. Je dois avouer que c'est exactement cette atmosphère qui devenait de plus en plus menaçante que les auteurs ont vécu. En fait, je dois avouer que c'était le cas dans beaucoup de villes allemandes, mais vu que la ville Breslau est devenue polonaise après la Seconde Guerre mondiale, elle n'a pas vraiment été le sujet scientifique de la Vergangenheitsbewältigung, comme on dit en allemand. Et c'est pourquoi certains disent que Breslau est terra incognita for modern German and German Jewish history. Et c'est exactement la raison pour laquelle cette ville et sa représentation m'intéressent tant. Pour ceux qui ne connaissent pas la ville, je vous montre ici une petite carte où vous voyez que Breslau se trouve ici tout à fait dans l'est. Et après la Deuxième Guerre mondiale, c'est donc devenu la ville Wrocław en Pologne. Avant de vraiment commencer, je vous présente encore une partie de mon corpus et je dis une partie parce que le corpus de mon projet général se compose de 2 journaux intimes et de 8 autobiographies qui n'ont pas encore vraiment fait l'objet de recherches approfondies. Et ces écritures autobiographiques sont vraiment une source riche d'histoires locales et d'expériences personnelles. Et pour cette présentation, j'ai choisi de me référer aux écritures de Willi Kohn et Walter Tausk, qui ont, comme vous avez vu, laissé 2 journaux intimes, et aussi aux autobiographies de Fritz Stern et Walter Laqueur. Et le but de tout cela sera d'examiner comment Breslau est représenté dans leurs écritures autobiographiques. Dans les textes que j'analyse, il saute en fait aux yeux que dans les diaristes, que les autobiographes, ils se promènent souvent en ville et ils regardent les changements urbains autour d'eux. Et en se promenant, ils se réfèrent à ce qu'ils voient et à ce qu'ils remarquent. Et à partir de cette perception et observation spatiale, ils réfléchissent sur eux-mêmes. Et c'est en fait en suivant le mouvement de mes auteurs que j'essaierai de saisir en fait la vie dans la ville et la relation entre l'individu et la ville. Aujourd'hui, j'aimerais donc aller avec vous à la recherche de la réponse à la question comment cette perception spatiale influence les Juifs et ce que cela signifie pour la représentation de la ville et aussi de l'image de soi dans leur écriture. Parce que c'est exactement depuis la prise du pouvoir par Hitler que l'environnement de vie a en fait perdu sa façade de neutralité et que l'espace urbain a été soumis à des changements profonds. Comme vous pouvez voir ici, avec tous les drapeaux, avec les croix gammées, avec les affiches qui interdisaient l'accès aux Juifs ou qui marquaient les entreprises juives, etc. Et les diaristes se réfèrent aux changements qu'ils voient et que vous voyez aussi. Je vous donne quelques exemples du journal intime de Kohn et je vais avouer que je ne vais pas lire toutes ces citations, sinon j'aurais besoin d'une demi-heure ou de plus. Mais j'ai essayé de marquer toujours les parties les plus importantes en gras pour que vous ayez tout de suite l'essence en fait de la citation.
En fait, les fêtes constantes, la décoration de la ville en l'honneur du régime, etc., ont laissé une impression profonde, car même dans les rapports rétrospectifs des autobiographies, ces éléments sont également évoqués. Et en plus, ces changements influencent profondément l'idée de leur ville natale. Ainsi, dans la deuxième citation que vous voyez en bas, Kohn remarque même qu'il ne veut plus sortir, car il ne veut pas s'identifier avec ce nouveau régime. Et cette réaction vaut en fait de même pour les autres auteurs qui préfèrent éviter la vie, et cela influence également leur image de soi. Quand ils étaient dans le passé, ou d'abord de fiers citoyens en fait, ils ont maintenant l'idée de seulement être un invité, ou pire encore, un étranger. Pour Fritz Stern, cela était déjà le cas même en 1931. Et alors, il dit qu'il a vu sa première expérience politique après avoir été intimidé par un homme de la SA en uniforme qui portait aussi une matraque en caoutchouc. Et c'était à cette occasion-ci qu'il a noté « J'ai appris à les éviter ». En plus, il lui était vite clair que la situation était trop menaçante et qu'il vaudrait mieux quitter la ville pour échapper à la terreur nazie. Il remarque même de façon assez cynique qu'il doit ses premières impressions, comme vous voyez dans la dernière citation, sur l'immensité du monde à la terreur qu'il vous laissait laisser derrière eux. C'est donc exactement cette dernière partie de la phrase qui indique que la ville n'était plus associée à l'idée de Heimat, parce que normalement, Heimat inspire des sentiments de sécurité, de bien-être, d'enracinement, et maintenant, c'était le contraire. Breslau et en général l'Allemagne sont devenus des lieux de terreur dont il faut s'évader. On peut donc dire que la ville et le pays, qui ont toujours été considérés comme Heimat, ne véhiculent plus ces associations familières à partir de 1933. Au contraire, les Juifs constatent en fait un rétrécissement de leur espace et ils se sentent aliénés, ce qui menait pour certains même à une crise d'identité. Et ici, j'ai encore deux derniers exemples du fait que la ville est représentée de manière assez controversée aussi, donc entre Heimat et lieu de terreur. Et comme vous voyez, j'ai essayé d'employer de différentes couleurs pour mieux indiquer le fait qu'il s'agit d'une juxtaposition de Heimat et d'insécurité. Prenons par exemple la citation de Laqueur. Là, en bas, il dit « On avait peur d'être dehors dans le froid. Sur le rivage que j'allais quitter se trouvait ma Heimat, mes racines. Mais sur l'autre rive, la liberté et peut-être la sécurité attendaient. » Donc, lorsque Heimat est généralement associé à la sécurité, la sûreté, l'enracinement, ces éléments sont maintenant liés à une autre rive, en fait, à une destination encore inconnue. C'est comme si la vieille patrie se transforme de plus en plus en un lieu où la liberté et la sécurité ne semblent plus être évidentes. La ville ne se transforme pas seulement en un lieu de terreur, mais elle est aussi devenue de plus en plus illisible. Et alors, on pourrait se demander en quoi consiste la lisibilité d'une ville ou l'illisibilité. Et en fait, comme vous voyez dans la première citation d'Andreas Mahler, la lisibilité est constituée par des signes, des images, des bâtiments connus, des panneaux de signalisation, des affiches, etc. Et quand il y a de grandes interventions dans ces signes qui sont connus pour les citadins, cela influence vraiment leur attitude et leur image de soi. Par exemple, pour les Juifs, en se promenant en ville, ils remarquent des images comme celle-ci et se sentent aliénés car elles sont vraiment présentées et publiquement dénigrées, même stigmatisées, comme indésirables et menteurs. Il ne voit pas seulement ces affiches, etc., mais il remarque aussi que les noms de rues changent et qu'avec ce changement, d'une part, toutes les références aux Juifs ont été supprimées, et d'autre part, qu'on a souligné la puissance du nouveau régime en rebaptisant certaines rues, par exemple en Straße der SA, donc rue de la SA. Et pour le reste, tout ce qui renvoyait aux Juifs a été supprimé. On peut donc dire que la sémiotique de la ville change tellement que la ville devient illisible et je me souviens du fait que Hubert Roland avait parlé d'une hétérogénéité de la sémiosphère. Au début, il y avait cette hétérogénéité avec tous ces éléments différents. Et maintenant, c'est comme si les Juifs ne reconnaissaient plus leur propre ville.
Cette illisibilité et cette aliénation peuvent aussi être liées au fait que les points de repère juifs à Breslau disparaissaient. Comme j'ai dit au début, Breslau était la troisième plus importante communauté juive en Allemagne, avec des synagogues, beaucoup de magasins juifs, etc. La synagogue que vous voyez ici à gauche était vraiment même visible de partout en ville, ce qui indique ou ce qui réfère vraiment à l'importance de ce bâtiment. Mais lors de la Kristallnacht, leurs magasins, leurs synagogues et tous les autres repères juifs ont été détruits. Et aussi, beaucoup de Juifs ont ou bien quitté le pays, ou bien ils ont été déportés, ou ils se sont suicidés, ce qui rendait aussi le cercle de connus plus petit. On a même enlevé des slogans publicitaires de certains produits d'origine juive, comme l'auteur dit ici de façon assez cynique. Je crois qu'on peut donc dire que si des éléments connus de l'espace urbain n'existent plus ou s'ils sont modifiés soudainement, cela entraîne une certaine désorientation et peut même être associé à une perte de son propre passé et de son identité. Et cette transformation, l'effacement et le changement de nom des toponymes familiers rendent en fait évident les relations hiérarchiques et les positions de pouvoir. Donc, bien qu'au début, Breslau fut la ville où les Juifs connaissaient chaque pierre, pour ainsi dire, et où il y avait aussi des traces clairement juives, celles-ci ont progressivement disparu. On peut donc constater que les espaces au sein de la ville sont matériellement dominés par l'idéologie nationale-socialiste et que ces nouvelles mesures déterminaient également, comme vous voyez dans la première citation de Teresa Coloma-Beck, ce que les gens font et ne font pas dans ces lieux, où ils vont et où ils restent, bref, comment ils vivent le monde, s'y orientent et y agissent. Et si vous vous en souvenez, j'avais remarqué que Kohn et les autres auteurs préféraient ne plus sortir ou d'éviter le centre-ville. Et une telle attitude caractérise en fait la vie des Juifs en général et peut d'une part être comprise comme une sorte de tactique pour éviter d'être confrontés à la terreur. Et quand je mentionne le mot tactique, je renvoie en fait à l'œuvre de Michel de Certeau avec son livre L'invention du quotidien, où il distingue entre stratégie et tactique. Et de Certeau considère en fait les tactiques comme des pratiques quotidiennes de résistance de gens qui essaient de survivre. Mais d'autre part, et ce qui me semble encore plus important, un tel comportement d'éviter le centre-ville, de s'encapsuler, pour ainsi dire, chez soi, était exactement le but du régime national-socialiste. Parce qu'ils voulaient, ils ont introduit toutes ces mesures pour que les Juifs n'allaient plus vraiment en centre et pour leur accorder de moins en moins de possibilités. Et ainsi, les Juifs, en fait, n'avaient guère d'autre choix que de se retirer de cette sphère publique. Un dernier point sur cette illisibilité, c'est que cette illisibilité pour les Juifs menait en même temps pour les Aryens, pour employer ce mot, à une claire conception des Juifs. Car, par exemple, à partir de 1939, les Juifs étaient regroupés dans des Judenhäuser, maisons juives. Il n'y avait pas de ghettos, comme dans la présentation de ce matin en Varsovie, mais on les a regroupés dans des rues et dans certaines maisons. Et cette exclusion spatiale a vraiment entraîné un changement dans la perception de l'espace urbain, du côté des Juifs, mais aussi du côté des Aryens. Parce que d'une part, l'isolement spatial, comme vous pouvez voir, a eu des conséquences existentielles pour ceux qui étaient touchés par la persécution. Ainsi, les Juifs n'avaient guère d'autre choix que de se retirer de la sphère publique dans des espaces privés. Et c'était exactement dans ce contexte que leur journal intime occupe une place de plus en plus importante dans la vie, comme dans la vie de Walter Tausk et Willy Kohn, les deux diaristes de Mon Corpus. Le journal intime est une sorte de compensation pour la perte de lieux de communication antérieure, une sorte de remplacement des conversations qu'on engageait normalement chaque jour dans la rue. Mais d'autre part, cette politique spatiale a aussi façonné la perception des Aryens, car l'isolement spatial des Juifs, comme une sorte de quarantaine, et là, tous les Juifs se trouvent là dans ce quartier, évoquait l'idée que les Juifs constituaient une menace pour les Allemands. Et on peut donc dire que cette politique spatiale nationale-socialiste et la
promotion d'une peur pathologique des Juifs, comme dit Tausk, allait vraiment de pair. On peut même dire que les Juifs n'étaient pas seulement définis de manière pseudo-biologique sur la base des lois de Nuremberg, mais aussi de manière spatiale. J'avais dit ce qui saute aux yeux, c'est que les auteurs se promènent souvent en ville. Une autre chose qui saute aux yeux, c'est qu'ils recourent souvent à des métaphores pour exprimer ce qu'ils ressentent et pour exprimer comment ils imaginent la ville. Et dans ce contexte, une métaphore est intéressante parce qu'elle donne une impression de la façon dont le monde est vécu, interprété et exprimé. Et souvent, on recourt à une métaphore lorsqu'il y a certains sentiments et émotions difficiles ou abstraits qui doivent être exprimés. Et alors, on recourt à quelque chose de familier et selon Lakoff et Johnson, cela est exactement l'essence même d'une métaphore. Et je vais lire leur citation en anglais. Vous l'avez ici sur la diapo en français. Ils disent « Metaphor is principally a way of conceiving of one thing in terms of another, and its primary function is understanding. » En plus, la signification de ces métaphores ne peut pas être sous-estimée parce qu'elle exprimera aussi la relation changeante de l'auteur avec l'espace environnant qui peut à son tour être lié à la question d'identité. Vous pourriez vous demander, mais alors, à quelle métaphore est-ce que les Juifs recourent? Eh bien, ils renvoient souvent ou ils comparent la ville à une souricière, à une ville fantôme et aussi à une île. Et commençons par la souricière. Ce sont tant les diaristes que les autobiographes décrivent que la ville est vraiment devenue comme une sorte de piège dès le début. Et si vous le remarquez, Kohn dit déjà le 30 janvier, donc le jour où Hitler a pris le pouvoir, mais on est pris dans la souricière. L'image de la souricière apparaît dans son journal même au moins 8 fois. Tusk, lui, il ne renvoie pas à une souris, mais il emploie l'image d'un oiseau captif. Et bien qu'ils se servent d'un oiseau, la signification reste en fait la même. Ils se sentent piégés dans la ville, ce que Lacker et Stern expriment aussi de cette façon, et ils disent même que cette souricière pourrait se refermer à tout moment. Pour Kohn et Tusk, cela était exactement le cas. Lacker et Stern, par contre, eux, ils avaient la chance d'y échapper juste à temps. Et quand je dis juste à temps, c'est vrai parce que Lacker, par exemple, a émigré juste 2 jours avant la Kristallnacht. Il compare la ville aussi à une ville fantôme et je crois que Maëlys a aussi déjà dit quelque chose sur l'image d'un fantôme. Et dans ce contexte-ci, on réfère ou on renvoie à la métaphore d'une ville fantôme après que de nombreux Juifs ont été déportés, arrêtés et envoyés à Buchenwald lors de la Kristallnacht. Et ce jour-là, Tusk et Kohn, ils ont eu de la chance parce qu'ils n'ont pas été arrêtés. Et le fait qu'il s'agissait ici d'une exception apparaît clairement dans la première citation de Tusk parce qu'il dit que ses proches le considéraient vraiment comme une apparition fantôme parce qu'ils croyaient que leur Tusk aurait aussi été déporté de la ville qui devenait de plus en plus vide. Et Kohn, lui, il remarque également qu'il y a de moins en moins de gens qui descendent dans la rue et en 1940, il utilise même littéralement l'adjectif fantomatique comme vous voyez ici dans la 3e citation. Je peux dire que ces métaphores d'un fantôme ou d'un esprit sont un topos caractéristique en fait, qui est surtout utilisé dans la littérature d'après-guerre pour représenter à quel point un endroit est devenu étrange et pour décrire l'inconcevable comme Albert Lichtblau a dit. Et comment un lieu est devenu inconcevable et étrange, c'est exactement le cas dans les autobiographies parce que ils décrivent comment le président Wrocław ne ressemble plus du tout au lieu de leur jeunesse et comment ils se sentent désorientés dans cette nouvelle ville. La figure du fantôme apparaît également dans la littérature juive autrichienne contemporaine, comme Vivian Liska a aussi décrit dans un article d'elle, et là, elle réfère à la figure du fantôme qui erre en fait dans la ville en rappelant le passé et l'histoire des Juifs aux générations d'aujourd'hui. Et dans ce contexte, on pourrait dire que les autobiographes qui, après avoir émigré, ont revisité la ville, ont aussi été confrontés aux ombres du passé en divers endroits. Et de cela, j'ai un exemple ou un extrait intéressant. Ici, dans cet extrait,
Laqueur décrit comment il avait accompagné son ami Lotte au cinéma et que c'était vraiment une soirée à ne jamais oublier. En revisitant la ville et en se dirigeant vers ce cinéma, il voit que ce cinéma est maintenant devenu une salle de théâtre et en même temps, il dit, ah, ce cinéma, j'y ai passé une bonne soirée avec mon ami, il se souvient de Lotte. Il entre au théâtre, mais quand il voit qu'on y joue une comédie, il quitte tout de suite la salle, car lui, il ne pouvait pas du tout supporter l'idée qu'on y joue une comédie exactement en ce lieu où il a eu une des dernières expériences avec Lotte qui a été déportée. Et cela montre clairement que l'espace n'est pas seulement un conteneur où se déroulent certains événements, mais qu'un lieu est fortement lié aux souvenirs et peut même les déclencher. Et on pourrait même dire que Laqueur se sent entouré par l'esprit de Lotte. Le changement de situation des Juifs dans la ville semble également correspondre à la figuration spatiale d'une île, et c'est aussi un topos qui apparaît souvent dans la littérature de façon différente. D'une part, on l'emploie pour mettre l'accent sur l'isolement et la captivité comme une sorte de lieu d'horreur. D'autre part, l'île peut inspirer des sentiments utopiques qui la représentent comme paradis ou comme refuge. Et c'est exactement cette ambivalence, donc la sécurité et l'insécurité simultanée, qui caractérise aussi l'imaginaire urbain dans les écrits autobiographiques. On peut même dire que le changement de situation des Juifs dans la ville semble correspondre à la figuration spatiale d'une île. Parce que les Juifs, eux, ils vivent de façon de plus en plus isolée, comme j'ai déjà remarqué à plusieurs reprises. Ils ont moins de possibilités de sortir, ils n'ont même pas d'informations sur le contexte international parce qu'il n'y a plus de journaux internationaux, etc. Et Kohn, dans cette situation, dans ce contexte, présente sa situation comme s'il vivait sur une île, loin de l'autre monde. Comme vous pouvez voir ici dans cette citation, il dit même littéralement qu'il se sent coupé et isolé. Quelques mois plus tard, en août 1933, il utilise littéralement la métaphore d'une île pour exprimer ses sentiments et sa situation, comme vous voyez dans la première citation, et il résume « Ici, nous vivons loin de tout ». La ville isolée s'avère donc être un lieu de plus en plus dangereux, loin du reste de la population et du monde, et vraiment dominé par la terreur nationale-socialiste. On pourrait, pour conclure sur l'île, interpréter cette métaphore de l'île aussi d'une autre façon. Parce que j'ai déjà dit, ils vont s'encapsuler chez eux, mais il y avait aussi encore quelques lieux qui étaient interprétés comme une sorte de refuge, comme la synagogue, le cimetière, la bibliothèque. Et dans ce contexte, Teresa Coloma-Beck parle d'une archipélisation du monde, ce qui signifie que le monde se décompose en fait d'îlots de sécurité, entourés d'un monde qui devient de plus en plus dangereux et menaçant. Et cela conduit à une archipélisation de l'environnement, ce qui crée une tension aiguë entre l'intérieur et l'extérieur. Et pour rendre tout cela un peu plus clair, j'ai essayé de le mettre dans une image. Donc, j'ai pris la carte de Breslau et j'ai de nouveau travaillé avec des couleurs. Donc, les hexagons verts indiquent les lieux dits sûrs, bien que ce soit toujours relatif, sous ce régime national-socialiste, comme la bibliothèque, le cimetière, etc. Là, les Juifs trouvaient encore une sorte de refuge pour se retirer du pouvoir. Et les hexagons rouges réfèrent ou renvoient à des lieux dangereux. Pour conclure, j'espère qu'il est clair que la transformation national-socialiste de Breslau en une ville allemande sans traces juives n'était pas seulement basée sur la déportation et l'extermination physique des citoyens juifs, mais aussi et surtout au début sur une réorganisation complète de la ville et des relations entre les espaces publics et privés. On peut donc conclure que Breslau s'était donc transformé de Heimat en lieu de terreur, où la peur ne faisait que croître et où les passages vers la ville et la vie en général étaient même dépeints comme des Angstwege, comme dit Stern, donc des chemins de peur. Et pour les autobiographes, Breslau est même décrite comme lieu de destruction, car quand ils retournent, ils ne voient plus leur maison natale, ils ne voient plus tout ce qui leur était familier. Et j'aimerais terminer par une citation de Fritz Stern qui dit, et cela est très clair dans les autobiographies, que nous sommes tous à la recherche de traces tangibles d'un passé qui nous attire irrésistiblement
et que nous essayons de remplir de vie. Et c'est aussi exactement ce qui se passe dans le processus d'écriture de leurs expériences, dans cette ville détruite qu'ils essaient de recréer en fait dans leur écriture. Voici, je montre encore les sources que j'ai employées. Et alors, il me reste encore de vous remercier de votre attention. Merci pour la communication, Annelise. Une communication qui s'est intéressée à l'expression langagière, d'une phénoménologie de la persécution en ville. Et je pense ce qu'on a vu et ce qu'on a déjà vu tout au long de la journée d'études, c'est que la spatialité urbaine n'est ni une façade, ni un arrière-fond, mais vraiment un élément central des textes, un élément à interpréter tant dans le contexte nazi de la persécution que dans le contexte soviétique stalinien.